Mon métier plaisir, c'est comédien. Mon métier passion, c'est auteur. J'ai vraiment besoin des deux. En vrai, ça s'équilibre super bien. Si j'étais que tout seul devant mon ordi toute la journée, je me nourrirais pas, puis je deviendrais fou et je pèterais un câble et je me ferais chier. Enfin, ça irait pas du tout. Voilà. Et si je faisais que des projets des autres, ça n'irait pas du tout non plus. Donc j'ai besoin des deux. Acteur-auteur qui a prêté sa voix à 1000 personnages en couleur, Benjamin Pascal, c'est Gabe dans The Office, Pilaf dans Dragon Ball Super, Dean Forrester dans Gilmore Girls, Javi dans Ozark, mais aussi NCIS et The Walking Dead. Côté animé, Hunter x Hunter, Love Hina, Full Metal Alchemist, Wakfu, Sonic, Saint Seiya, One Punch Man et j'en passe. Je connais Benjamin depuis une douzaine d'années et l'époque où je dirigeais la VF de Skyrim lui faisait la guerre sur Battlefield dans le studio d'à côté. Ce qui est tout nouveau en revanche, c'est qu'il vient de sortir son premier roman qui a reçu le prix du suspense psychologique chez les nouveaux auteurs, et c'est l'occasion idéale de découvrir l'auteur de talent qui se cache derrière le comédien. Donc j'ai vu que tu avais fait de la musique sur ta page Wikipédia, je Ouais. savais pas du tout. Du coup, comment tu décrirais ton métier, ce que tu fais, de manière générale, quand quelqu'un te dit tu fais quoi dans la vie? Ça, je dis, je suis comédien et auteur. Musique, pas du tout. Non. J'ai eu la chance de participer à une aventure incroyable en remplaçant Monsieur D, le deuxième Monsieur D du groupe Oldelaf et Monsieur D, qui était un groupe de chansons humoristiques. Et on va dire que c'était un trio, on était 3 sur scène. Et Oldelaf, on va dire que c'est toujours un musicien qui joue aussi un peu la comédie. Et le deuxième chanteur du binôme, c'était un comédien qui chante. Et c'est génial parce que je me suis retrouvé, on s'est rencontrés nous au Blanc-Manteau, au Théâtre des Blancs-Manteaux. On y était à demeure pendant super longtemps, et moi avec une de mes pièces, et le groupe Oldelaf et Monsieur D qui jouait juste avant moi. Et donc j'ai été invité sur un de ses albums qu'il a fait, un album pour enfants, et c'est le moment où le Monsieur D est parti, a quitté le groupe. Et donc il m'a proposé de le remplacer, et je me suis retrouvé à faire la dernière tournée du groupe. On a enregistré un album, ça faisait un mois que je faisais partie du groupe. On a fait une tournée incroyable. Mais chanter vraiment? Ouais, ouais, c'était des chansons, c'était chanter et des sketchs, et de l'impro, et voilà. Et ouais, j'ai fait ma dernière à l'Olympia. J'ai fait mes adieux à l'Olympia, comme Aznavour, mais j'ai fait qu'une fois, moi. Tu fais tes bonjours et tes adieux en même temps? Ouais, c'est ça. Mais Du coup, il y a, ça se trouve quelque part? ah bah ouais, on a fait des disques. On a le clip de notre chanson Le Café qui a été vu des millions de fois sur Internet. Donc Faut que je regarde. le Oldelaf, il cartonne bien. C'est lui qui a fait La Tristitude. Mais c'est pas grave si tu connais pas. Mais non, on jouait. Pardon. Pour te donner un exemple, moi je suis arrivé justement à la fin, donc c'est un peu comme quand tu arrives à table et que tu te fous les pieds sous la table et que tu n'as rien préparé et tu te régales, tu vois, c'est tout. Je suis arrivé, le groupe cartonnait par Internet. Le groupe a vraiment fonctionné par Internet parce que tout le monde filmait les concerts et remettait les vidéos derrière. Donc c'est ça qui a fait connaître le groupe, et par le bouche à oreille. Et pour te donner un exemple, quand on a organisé l'Olympia, on a été complet 6 mois à l'avance, et on a annulé la promo. Il n'y a pas eu de promo en fait, de fait. Voilà. Des restas? Ouais, exactement. Bon bah nickel, Des écoute. rostars inconnus. Bah, j'irai voir ça, j'irai checker. Tes premiers pas au micro, quand, comment? Premier pas au micro en 89. J'ai 11 ans, je jouais au théâtre, je jouais Le Petit Prince. Et c'est la fin des années 80, c'est le moment où les studios en doublage ont eu envie d'utiliser de plus en plus d'enfants. Souvent, les enfants, c'était utilisé sur les gros films, les Disney, les trucs comme ça, mais sur les séries, c'était tout le temps des femmes qui faisaient des voix de mômes. Et donc, ils ont pris les listes enfin, le bottin, voilà, le bottin des comédiens, l'annuaire des comédiens. Ils ont pris liste d'enfants, et j'ai été appelé pour faire un essai sur Quoi de neuf, docteur. Et j'ai été pris pour faire le rôle de Ben du gamin. Et j'ai pas pu le faire parce qu'au final, ils ont enregistré tous les jours. Et donc, ils ont pris une femme pour faire le rôle. Et j'ai commencé en faisant des guests sur cette série-là. Donc, premier pas au micro, c'est sur les essais de Quoi de neuf, docteur. Et premier cachet au micro, c'était des ambiances sur haute sécurité avec Stallone. Putain, t'as une mémoire. Voilà. Ouais, j'ai une bonne mémoire des trucs. C'était des bons souvenirs. C'est pour ça que tu t'en gardes une bonne mémoire. Ah ouais, bah, j'ai, j'ai- moi, j'ai toujours été un grand, grand fan de Cinoche.
Vraiment, j'ai toujours adoré ça. Et quand j'étais gamin et que j'allais faire des films, tu te retrouves, même si c'est pour faire une panouille, mais tu te retrouves sur... tu sais, j'étais sur Always de Spielberg, sur Hook, sur plein de trucs. Et en fait, tu voyais le film en avant-première. Enfin, c'était comme... il y avait un truc un peu secret. C'était pas comme après, une fois qu'il y a eu pas mal d'abus au niveau du piratage et qu'il y a eu la manie de Tout cacher. Ouais, exactement. Donc, soit tu enregistres, c'est tout noir et que tu as que le trou de la bouche, ou tu as t'as des traits de partout. Enfin, moi, j'ai enregistré, j'avais un perso sur les Twilight, pas un personnage énorme, tu vois, mais j'avais un perso qui était sur, je crois qu'il y a eu 5 films et je devais être sur 4 des 5 films. Donc, un mec récurrent. J'ai fini les Twilight, je connais pas la gueule du mec que j'ai doublé. Je, Ouais, c'est je, bien, c'est je, important je, d'en je- parler parce que les gens se rendent pas compte. et ouais. Et du coup, ça, ce plaisir que j'avais gamin, je l'ai perdu sur quand on bosse dans ces conditions-là, où je trouve que c'est moins marrant, moins fun. Mais quand j'étais gamin, c'était un régal, ça m'éclatait. Il y avait le Franchement. temps, il y avait. Ouais, ouais. Ah bah ouais, on faisait. J'étais sur une série qui s'appelait euh, La famille Walton, je crois, un truc comme ça. C'est une série qui a un énorme carton aux États-Unis. Je sais pas combien de milliers d'épisodes, moi j'exagère, hein. Et en fait, on a enregistré ça sur des années et ça n'a jamais été diffusé en France. Je crois que ça a dû être diffusé sur la 5 de Berlusconi, genre 2 semaines. Et en fait, ça n'a jamais été diffusé et on a continué à le doubler parce que ça passait dans tous les autres pays francophones. Et on l'a doublé pendant des années. Et en fait, c'était marrant parce que c'était une famille. Donc on était tous tout le temps les mêmes. Et t'étais prévu journée, tu avais 3 boucles. Tu avais une boucle à 10h du mat, une boucle à 17h. Et tu étais prévu journée et c'était une troupe. Donc tu étais là. Moi, je restais tout le temps en studio quand j'étais môme parce que je regardais les autres bosser. Enfin, j'apprenais comme ça. Ouais, j'ai appris sur le tas. Mais t'en as qui se barraient, qui revenaient. Tout le monde discutait dehors. Enfin, c'était, voilà, tu changeais une bobine, ça durait un quart d'heure. Tu rembobinais une bobine, ça mettait 5 minutes. Enfin, voilà, le métier a complètement changé avec l'arrivée du numérique et à partir du moment où on a quitté les bandes magnétiques. Mais c'est vrai que c'était... moi, j'aimais cette ambiance. Voilà, j'ai toujours... T'avais quel âge quand c'est passé au numérique? Bah, ça dépend des studios, mais je dirais que c'est au milieu des années 90 à peu près. Donc, c'est au moment où moi, je commençais à avoir 17-18. Il y a eu aussi la grève, les fameuses grèves de 94-95 qu'on coupait un peu le métier à ce moment-là. Ça s'est un peu déchiré. Moi, c'est le moment où je suis entré en fac de Cinoche, donc j'ai pu bosser pendant... Enfin, c'est pas parce que j'entrais en fac de Cinoche, c'est parce que j'ai fait la grève. Et j'ai été blacklisté pendant 1 an et demi. Et comme à l'époque, je bossais que dans une seule boîte, bon, bah voilà, ils ont arrêté de m'appeler, en fait, tout simplement. Et après, ils m'ont appelé de nouveau et j'ai pu reprendre. Et là, il y a eu un vrai switch. Quand on a recommencé, de plus en plus, en fait, la fin des années 90, je sais pas, je pourrais pas te donner de date exactement, tu vois, mais on l'a vu, hein, il y a des ingé sons qui ont disparu, hein, qui n'ont jamais réussi à s'adapter à l'ordi. Fac de ciné, c'était quoi? Fac de Cinoche, j'étais à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. J'avais l'ambition et le désir depuis gamin d'être réalisateur. Et bon, ça s'est pas fait, mais c'est pas grave, c'était une super expérience, c'était cool. J'ai fait 1 milliard de films, de courts-métrages que j'ai réalisés avec 3 francs 6 sous, des grosses daubes, des séries Z. Je suis passé par là, je connais. Donc voilà, c'était cool. Et puis j'ai fait énormément de tournages où j'ai fait tous les postes d'assistant euh, sur des tournages pro, enfin de tout, quoi. Et voilà. Et à un moment donné, je pense que si j'avais voulu vraiment réaliser, il aurait fallu que, soit que ça passe par l'assistanat et que je devienne assistant réel et que je fasse ça pendant des années. C'était pas mon truc. Non, c'est pas le même boulot. Enfin, moi, on m'a dit la même Oui, chose. mais exactement. Essaye l'assistant, sauf Voilà. que ça n'a rien à Soit il voir. aurait fallu que je réalise peut-être des clips ou des trucs, enfin, tu vois, et que j'y aille par ce biais-là. Mais en fait, j'ai commencé à écrire à cette époque. Et je crois qu'en fait, j'avais très envie de réaliser, d'être réalisateur, mais ce qui me plaisait à la base et ce qui me plaît toujours, c'est de raconter des histoires. Et en fait, et par l'écriture et en tant que comédien, même si là, c'est pas mes histoires à moi, ou en tant que metteur en scène, enfin voilà, ça reste toujours dans ce domaine-là et ça me va très bien. Combien de temps la fac de ciné? Bah, j'ai fait traîner pour pas faire le service militaire, mais j'ai ma licence.
Voilà, et après, j'ai fait traîner la maîtrise pendant très longtemps. Et une fois qu'on m'a dit que je n'avais plus à faire mon service, j'ai pas terminé. Voilà. Donc j'ai dû faire 2 ou 3 années de maîtrise et j'avais toute la structure de mon mémoire, mais je l'ai jamais rédigé parce que j'avais l'impression que ça servait à rien. Et comme j'écrivais déjà des pièces, j'écrivais des trucs, j'avais pas envie de passer du temps là-dessus. En fait. Genre à 18 ans, t'écrivais déjà des pièces et tout. Ouais, bah la fin de la maîtrise du mémoire, c'était un peu plus tard, mais ma première pièce, je l'ai écrite, j'ai commencé, j'avais 17. Je suis rentré à la fac, j'avais 17 ans. Et j'ai écrit la pièce j'avais 17 ans, j'ai écrit les 2 tiers de la pièce, j'ai arrêté, je trouvais que c'était de la merde. J'ai bloqué, j'ai oublié que j'avais écrit une pièce. Et je suis retombé dessus par hasard 1 an après. Et je me suis dit, ah, c'est pas mal finalement. Et Parce qu'en général, c'est l'inverse. Quand on revoit, ouais, ouais, on ouais, relit non, le mais truc, on fait, ouais, oh là. et c'était un gros déclic, c'était hyper important parce que j'ai terminé la pièce et je l'ai envoyée. On a fait une lecture. On a fait une lecture avec des super comédiens. Et on a fait avec Maurice Rich, qui a quand même eu un César du meilleur acteur, avec Francis Lemaire, Olivia Dutronc, que je connaissais pas à l'époque, et que, enfin, en parlant des années après, on a fait le lien, et voilà, c'était marrant, et avec mon père et ma belle-mère. Et, ça a été hyper important pour moi d'entendre mon texte, de l'entendre jouer, même si ça a été entre nous sur une lecture. Et d'avoir une forme de validation. Il y a Francis Lemaire qui était OK pour la jouer. Maurice, il n'était pas OK. Mais voilà, ça m'a vachement encouragé. Je l'ai envoyé pour un concours aussi. Et la directrice du concours m'avait félicité en disant voilà, vous n'avez pas remporté, mais continuez, c'est bien. Et voilà, rétrospectivement, cette pièce est atroce. J'aurais eu honte qu'elle soit jouée derrière. Mais C'est comique, c'est quoi ouais, c'est comique, mais c'est vraiment. C'est une pièce de boulevard, voilà, mais très ringarde en fait. Voilà, j'ai fait un truc hyper ringard qui me ressemblait pas, mais j'ai fait j'étais C'était assumé ou tu l'as fait à contre-cœur? non, c'était assumé de faire. Je voulais faire une pièce avec des quiproquos. Je pensais que la comédie viendrait de là, en fait. Et j'ai fait une construction hyper scientifique, hyper mathématique. J'ai bossé à fond là-dessus. Et puis après, j'ai écrit. J'ai respecté énormément cette structure sur la première partie où j'ai écrit. Et après, une fois que j'ai repris la pièce plus tard, je me suis lâché plus. Je me suis éloigné un peu plus de ces structures-là. Et en fait, au final, l'important pour moi, le déclic, c'est que j'ai mené à bout un projet qui était super long, alors que toute ma jeunesse, j'ai écrit 40 BD, j'ai écrit 15 romans, mais à chaque fois, c'était une page pour les BD, une première page, et le roman, je faisais un chapitre. Voilà, j'écrivais 2 pages, et puis après, je partais sur une autre idée, et je terminais rien. Et en fait, là, le fait de terminer, pareil, les courts-métrages, tous les courts-métrages que j'ai fait à la fac, bah, je les ai écrits, je les ai tournés, je les ai montés. C'est pas grave que ça soit mauvais, on s'en fout. C'était de l'apprentissage, mais surtout, j'ai appris à aller au bout de mes projets. Et derrière, j'ai finalement eu peu de pertes sur tout ce que j'ai pu faire après. Donc, c'est un déclic très important pour moi. J'irai au bout de mes rêves, comme disait le grand Mais oui, chanteur à texte. mais oui. Euh, Tu fais beaucoup de trucs différents, séries, animés, jeux vidéo, t'as une préférence? Alors là, en tant que comédien, non, la préférence, c'est de bosser sur des trucs différents. Enfin, le plaisir, le kiff, il est là, c'est incroyable. Cette possibilité qu'on a de faire des rôles euh, qu'on ne pourrait pas faire à l'image, que ce soit sur scène ou à l'écran. Au niveau vocal, on a un champ qui est vachement plus large de possibilités. Et puis surtout, de passer d'une comédie à un drame, à un jeu, à un truc de guerre, un truc de suspense, enfin dans des univers complètement différents. C'est ce qui fait qu'après 34 ans, voilà, ça fait 34 ans que je fais ce métier, 35 ans que je suis comédien et 34 ans que je fais de la voix et que je ne m'emmerde pas, quoi. C'est grâce à ça. Alors après, à l'intérieur, ça va être spécifique à des projets. Tu as des projets où moi je trouve que c'est particulièrement bien écrit, bien réalisé, où voilà, où tu es hyper fier, voilà, tu es hyper content d'avoir fait ce truc-là. D'autres où tu te dis, bon, ça c'est un peu naze. C'est pas grave, tu es content d'avoir bossé, tu le fais. Il n'y a pas une implication comme quand tu joues une pièce de théâtre. Si tu joues une pièce que tu n'aimes pas, là, tu le sens passer un peu plus, quoi. C'est plus dur. Comment tu gères ce côté quand tu arrives sur un produit et tu connectes, enfin, t'arrives pas à te connecter avec le produit, mais tu te dis, il faut quand même que je le vende et que je joue bien. Comment tu gères enfin, c'est être Bah, comparé à quelque chose que tu trouves de qualité d'emblée et à ce moment-là, tu peux te lâcher. bah,
déjà, enfin moi en tout cas, je parle pour moi, mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde. On aime notre métier, donc il y a le plaisir du jeu quoi qu'il arrive. Et après, on essaye de faire de notre mieux, tu vois. Des fois, tu as une connexion. Des fois, tu n'as même pas forcément une connexion avec le produit, mais avec le personnage ou avec l'acteur. Des fois, le produit, tu le trouves super, mais le comédien, un peu moins bien. Et voilà. Mais bon, c'est pas grave. On essaye de faire de son mieux. Ou c'est le texte français qui est moins bien, ou on essaye d'améliorer, ou de faire. Mais il y a toujours ce truc de dire, bah voilà, on donne ce qu'on peut. Et comme, si tu veux, comme on est tout le temps dans l'instantané, dans le moment. De toute façon, t'es pas là pour des jours et des jours. Ça m'est arrivé d'être sur un tournage où ça se passait pas super, t'avais pas une ambiance super, etc. C'est plus difficile d'essayer de prendre du recul et de. Là, le recul, tu l'as, tu vois, on a que notre voix, l'implication est pas la même. Donc, ça m'est arrivé, par exemple, de prendre énormément de plaisir sur des séries Z ou des trucs bien pourraves, et en fait, tu te marres. Tu te marres à le faire, et voilà. Ou des fois, tu bosses sur un produit qui est super, mais l'ambiance est pas top, et finalement, tu prends moins de plaisir. Ça gâche un peu l'alchimie, tu vois, du truc. Mais Donc il n'y a pas de règle générale en fait. non, C'est au cas par cas. il n'y a pas de règle, mais en tout cas, en général, j'ai la chance de prendre du plaisir et de kiffer. T'as quelques récurrents Ouais, à droite à gauche. ouais. T'as une préférence dans tes récurrents? Euh, Un rôle qui te ressemble particulièrement ou dans lequel tu t'éclates particulièrement? Au contraire, parce qu'il te ressemble pas du tout? ouais, souvent, c'est le fait que ce soit pas forcément des. Qui me ressemble, moi, enfin, je suis un type normal qui fait rien de spécial, tu vois, on va pas faire une série sur moi, donc ça serait chiant, tu Non, vois. mais t'as une personnalité. Mais ouais, j'ai une personnalité, évidemment, mais, euh, mais c'est toujours pareil, c'est toujours le truc où tu cherches et t'as rien qui te vient, tu vois. Mais, euh, mais qu'est-ce que je peux te donner comme Ce exemple? qui prouve bien que j'envoie pas les questions à l'avance. Ah oui, ça c'est sûr, il n'y a aucune préparation, sinon j'aurais pu dire oui, effectivement, j'adore. Désolé. Mais non, 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 mais c'est bien, tu vois, c'est les trucs du moment. Là, j'ai une série qui s'appelle. Tu vois, je suis tellement nul sur les noms, en fait, que ça ne veut même pas me revenir. Un truc J'ai, bien avec des gens bien. ouais, exactement. Et c'est super drôle et c'est hyper bien écrit. Oh putain, je suis une grosse merde. Je suis nul pour ça. Mais vraiment, je suis tellement nul. C'est Mais quoi, Netflix j'en sais rien. Je crois qu'elle n'est même pas diffusée encore, cette série. Ok. Et c'est une série qui est produite par. euh, qui est produite par. Oh, non, mais je suis nul, j'ai aucun nom qui me revient. Ok. Vide intersidéral. Vide intersidéral, mais oui, évidemment. Non, je peux te parler de trucs. Je vais te parler pas de trucs actuels parce que sinon, je vais me paumer. Mais par exemple, ouais, j'ai adoré mon personnage sur Ozark parce que la série est géniale. Donc c'était super cool. Adoré. J'ai adoré mon personnage sur Narcos. Moi, je vais te sortir que. Là, j'ai que des trafiquants de drogue qui me viennent. Je vais trouver un autre exemple. Sur Ozark, tu faisais qui? Sur Ozark, je faisais le gars qui est envoyé par le cartel sur la saison 3 et 4, à la fin, qui est le neveu du grand patron. Eh, badass, le mec. Ouais, grave. Ok. Et c'est marrant, tu vois. Cet acteur, j'ai adoré le faire. Je l'avais fait avant dans la série L'Exorciste. Et je collais mes piles dessus. Enfin, tu sais, vraiment le truc où tu dis ah putain, super, c'est top de m'avoir casté sur ce personnage et tout. Et on aurait dit une sorte d'Antonio Banderas jeune. Alors, il parlait un peu espagnol, comme j'ai des origines espagnoles, tu vois, je faisais le switch espagnol-français. C'était hyper agréable à faire. C'était trop cool. Et on s'est éclaté. J'étais avec, je vais bousiller son nom aussi, la voix de Daniel Craig, Eric. Un mec bien. Le mec, je suis trop nul pour ça. Bon, c'est pas grave. Et on s'est éclaté à faire, c'était génial. Et je me retrouve donc sur Ozark parce que je l'ai déjà doublé et j'arrive. Et là, j'avais l'impression que le mec, il avait pris 30 cm, 40 kilos de muscle, alors que c'était un an après, tu vois. Ah oui, mais la pression, le Et gars. juste parce que l'acteur est génial et qu'il joue un rôle complètement différent. Et j'ai adoré autant le faire sur L'Exorciste où il faisait le pauvre prêtre débutant qui est complètement dépassé par des trucs horribles et qui a la trouille, voilà, que le mec qui fout la trouille. Donc, C'est parce que tu l'avais déjà fait que Stan t'a appelé sur ouais, Ozark. exactement, parce que j'avais déjà doublé. Je me dis, de prime abord, on te mettrait plus sur des trucs second degré. Là, Non, dans Ozark. j'ai fait plein de salauds, j'ai fait des psychopathes de première et tout. Non, non, non. Ah non, j'adore ça. Non, ce qui est marrant, c'est que tu vas avoir des gens, t'as des gens qui t'appellent parce que tu ressembles au mec.
Voilà, bah, c'est très bien, tu vois, en général, tu colles... bah, souvent, si tu ressembles visuellement au gars, ça le fait. Tu as des gens qui te voient dans un emploi et qui vont t'appeler tout le temps pour cet emploi-là. Mais suivant les personnes, ils ne te voient pas du tout pour le même emploi. Exact. Non, non, j'ai fait bien mon lot de tueurs et de sadiques. Ah, c'est marrant. Ah ouais, ouais, non, j'adore ça. Et, et puis, tu as des gens où tu sais pas pourquoi, ils vont te casser sur les trucs enfin, de l'espace. À chaque fois, tu dis, wow, ah ouais, ok, t'as pensé à moi là-dessus ou des trucs. Une Et c'est. femme noire d'origine Ouais, non, mais c'est asiatique. c'est marrant. Tu vois. L'autre fois, il y a un pote DA qui me dit écoute, j'ai pensé à toi parce que je savais pas qui mettre. C'est flatteur, Et c'est hyper flatteur. ouais, mais bien sûr. Et t'as des gens comme ça qui m'appellent parce qu'ils savent pas. Et en fait, voilà, et je vais faire le foufou. Et Couteau c'est marrant. suisse? Couteau suisse, exactement. Bah, excellent. Euh, T'as un rôle dans ta carrière, on peut le dire, hein, qui t'a marqué plus qu'un autre? Ouais, j'ai un personnage sur une série qui va pas parler à grand monde, je pense. C'est une série irlandaise qui s'appelle Love Hate. Et non, mais elle est pas. Pardon. Cette série, je te sors pas un truc connu, tu vois. Je pourrais te faire du name dropping. Ouais. Mais la série. Bon, la série était géniale. Bon, les séries britanniques souvent sont bien, mais là, elle était vraiment exceptionnelle. Et je faisais une petite frappe dans un gang de trafiquants de drogue. Et le mec, vraiment, tu as l'impression que c'est un débile. Voilà, ultra violent, le gars hyper excité, hyper nerveux. Et en fait, toute la saison 1, je spoil, mais personne ne la regardera, donc c'est pas grave. Toute la saison 1, il manipule pour faire tège son boss et il prend la place. Et en fait, on se rend compte que le gars, il joue un rôle et qu'il n'est Une pas sorte de du tout couillon. Kaiser Soze. Ouais, exactement. Et qu'il est très très malin, mais il se fout dans la merde. Et plus ça va les saisons, et plus il se fout dans la merde tout seul. Et c'est un des personnages les plus riches que j'ai eu à jouer parce que euh, il avait tout. Parce qu'il était hyper violent, il foutait la trouille comme c'est pas permis, mais en même temps il se mettait dans une situation où lui, il avait la pétoche, il avait une pression de ouf, il était grande gueule et en même temps pleutre. Enfin, il avait toutes les facettes. Et c'était, ouais, là vraiment, je me suis éclaté. Et quand tu parlais du plaisir de suivre un personnage, ça c'est un bonheur quand tu as un truc comme ça. Et les séries, pour le coup, les séries qui ont tellement augmenté de qualité par rapport à quand j'étais gosse et que j'ai démarré, c'est tellement génial de bosser sur des séries comme ça sur la longueur. Combien de saisons t'as fait sur lui? 5 saisons, je dirais. Ah ouais, donc ouais. T'as le temps de l'apprivoiser, Ouais, d'être ouais, dedans. exactement. Ouais, ça, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment, vraiment plaisant. Ouais, bah justement, est-ce que, notamment le truc qu'on a fait samedi, moi j'ai plutôt tendance à te mettre sur des trucs haut en couleur, on va dire. Ouais. Et est-ce que, en fait, comment t'as trouvé ton style à toi? Comment, est-ce que t'as un modèle, une source d'inspiration, un comédien français ou étranger qui t'a inspiré plus qu'un autre? Tu t'es dit, lui, c'est ma came, Non, 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 non. t'as trouvé ta voix tout seul, quoi. Non, certainement pas. En bossant pendant des années avec plein de comédiens super bons. Enfin, si tu veux, j'ai eu la chance de démarrer gamin. Et j'avais pour moi une facilité à lire. J'avais une lecture facile. Voilà. Donc je pense que c'est pour ça qu'on m'a fait bosser. Voilà. Euh, je ne suis pas persuadé que si j'avais démarré à 20 ans, 25 ans, dans le lot paumé au milieu de 1 milliard de personnes, euh, que j'aurais pu percer ou trouver ma place. Mais là, j'ai eu le temps d'apprendre sur le tas. Et forcément, j'ai été abreuvé par un nombre de comédiens de ouf. Enfin, la première série que je faisais, tu vois, Quoi de neuf Docteur, il y avait Luc Hamet qui faisait Kirk Cameron, il y avait Mario Santini qui faisait le père, et j'oublie mes camarades féminines. Je me souviens plus des noms. J'ai vraiment pas une bonne mémoire des noms, mais enfin, t'es à l'école, quoi. T'es au spectacle, tu regardes les gens bosser. Après, je pourrais te citer 1 milliard de gens, mais ça a été comme ça tout le long, en fait. Et après, tu te retrouves à bosser sur des produits. Au début, tu vois, par exemple, quand j'ai commencé à faire du dessin animé, parce que maintenant j'en fais énormément, quand j'ai commencé à faire du dessin animé, j'étais pas du tout à l'aise. Je faisais que du live. Et alors, le premier dessin animé que j'ai fait,
J'ai dû faire un Alice au Pays des Merveilles français, mais c'était à la feuille. Donc là, voilà, j'avais pas de problème. Et sinon, j'ai dû faire un film, je crois que ça s'appelait Le Roi et moi. C'est un vieux film début des années 90, je pense. Tu Genre vois. le roi et l'oiseau, mais c'est pas l'oiseau, c'est le... Non, je pense que de souvenir, ça se passe en Égypte. Et ça doit être l'histoire de, de Moïse et Ramsès, ou je sais plus, enfin, alors, je me souviens plus. Voilà. Mais je me souviens plus de quoi, quoi parle le film. Mais on était sur un truc réaliste. Donc ça allait, tu vois. Et après, j'ai commencé à me retrouver à faire des guests sur genre Minus et Cortex ou des trucs comme ça. Et au début, voilà, tu vois, il a fallu que je commence à comprendre que on pouvait y aller, que je pouvais m'amuser, que je pouvais qu'on réclamait pas la même chose que sur du live, tu vois. Et quand j'ai commencé à faire des récurrents, il a fallu que je m'habitue à garder ma voix, à retrouver ma voix, à changer ma voix et après à pouvoir avoir la faculté de la retrouver. Et c'est un processus en fait, tu vois, c'est un processus. Et ça s'est fait petit à petit. Et puis voilà. Et maintenant, je m'éclate. Mais j'ai loupé des opportunités comme ça. Je me suis retrouvé, je fais partie de ceux qui ont fait le dernier casting, entre guillemets, de South Park. Parce que tout le monde est passé sur South Park, sur les essais. Et là, on s'est retrouvé à enregistrer un épisode entier. Et je me suis retrouvé avec Christophe, enfin voilà, on était un certain nombre à enregistrer l'épisode. Et ça se passe hyper bien. Il y avait la meuf de Canal, il y avait tout le monde parce que c'était la pression, ils ne trouvaient pas les voix qu'ils voulaient. Et en fait, je vois bien que la voix, ils sont hyper contents. Et au fur et à mesure de l'épisode, je ne garde plus la voix. C'est plus la même, tu vois ce que je veux dire. Mais toi, Et de après, toi-même, de quoi? de toi-même, t'as perdu le... J'arrivais pas à reproduire la voix que je faisais au début et qui a plu à tout le monde, tu vois. J'arrivais pas à la maintenir. Et en fait, j'ai évidemment sauté, tu vois. Et c'est juste à partir de là où j'ai commencé à en faire vraiment de manière plus régulière et à prendre l'habitude. Et voilà, et là, à ce moment-là, c'était trop tôt. J'avais pas Ouais. suffisamment de bagages sur du dessin animé. Peut-être qu'il a fallu ça t'a fait un déclic peut-être, ou ça t'a fait comprendre Ouais, que... sûrement, tu vois. Et puis je sais pas, ça s'est fait surtout naturellement, petit à petit. Il y a eu des dessins animés comme ça où d'un seul coup, j'ai commencé à me lâcher, à prendre confiance. Et effectivement, maintenant, sur les dessins animés notamment, on m'appelle pas mal sur des persos en couleur ou je vais pas forcément faire le perso principal, mais je vais faire 10 personnages dans la série. Et ça m'éclate aussi. Ce qui est aussi flatteur, ouais. Ouais, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est toujours le côté couteau suisse, mais ça m'amuse beaucoup. Il y a une dizaine d'années, tu as fait de la DA sur des jeux vidéo. Ouais. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on s'est rencontrés. C'était quoi et comment? Bon, j'en faisais énormément en tant que comédien, forcément. Et T'as glissé naturellement sur la DA. non, je pense le premier jeu, on m'a demandé parce que le jeu se passait à Barcelone et que il y avait pas mal de comédiens espagnols qui venaient. Voilà, il fallait quelqu'un qui parle espagnol pour pouvoir diriger les parties en espagnol. Donc j'ai fait ça avec plaisir. Surtout, ça se faisait l'été ou à un moment où j'avais un peu moins de taf en tant que comédien, donc ça s'est bien goupillé. Et du coup, j'ai dû faire 2-3 étés d'affilée Ok. où j'ai fait soit des remplacements, soit j'ai fait de la CODA ou j'ai fait Battlefield, le premier Battlefield. J'ai fait euh, comment ça s'appelait? Ou non, pas War Dog, je me souviens plus le truc. Non, je me souviens plus. Bon, je me souviens plus. Bon, j'ai fait de la CODA et j'ai arrêté de le faire déjà parce que ça me prenait de plus en plus de temps et que j'avais besoin de temps pour écrire. Quand je bosse pas en tant que comédien, je suis en écriture systématiquement. Et j'avais des soucis au niveau du planning sur les changements de date. En fait, il y avait trop de changements de date et c'était vraiment pas pratique. Je n'arrivais pas, moi, à m'organiser en tant que comédien par rapport à ça. Enfin, c'était trop Ouais, pour bavard. expliquer, il te bloque une semaine ou deux, et puis après, C'est ça, t'arrives sur la semaine, ça glisse. exactement, parce qu'ils n'ont finalement pas le matériel pour enregistrer. Donc toi, tu te retrouves à avoir refusé du taf et avoir à te retrouver le bec dans l'eau. Tu te retrouves plus dispo sur les autres dates où ça s'enregistre. Enfin, c'était pas possible. Ouais.
Mais c'était une chouette expérience. Mais moi, on m'a parlé de diriger même en synchro. On m'en a parlé déjà quand j'étais gamin, quand j'avais 20-25 ans. On m'a parlé soit de faire de l'adaptation, soit de faire de la direction. Et j'ai jamais voulu. Voilà. Et même l'adapt? L'adapt, bah non, ça m'intéressait pas parce que je préférais bosser sur mes projets personnels. Parce que justement, ça, j'anticipe une de mes prochaines questions, mais je pensais que c'était peut-être par le biais de l'adapt que tu étais venu à l'écriture, Non, pas du tout. juste par l'envie de raconter des histoires. Par le quelque chose besoin, la t'avait en- nécessité exactement de raconter des histoires. Et après cette première pièce, à 17-18 ans, là, que j'ai terminé, mes premiers courts-métrages, derrière, j'ai un pote musicien qui m'a demandé de coécrire avec lui un one-woman show pour sa femme. Et finalement, il n'a pas écrit une broc, donc c'est moi qui l'ai écrit tout seul. Donc là, je dois avoir 19 ans. Et elle a finalement pas eu la force de monter toute seule en scène pour le jouer, mais ça a été joué par 2 autres comédiennes 10-15 ans plus tard, donc c'est cool, Ah oui. ça a été monté quand même. Et après, j'ai écrit ma première pièce derrière ça à 20 ans, qui s'est jouée aussi quelques années après. Enfin, ça s'est enchaîné. Après, toutes mes autres pièces se sont jouées quasi. Il y a eu après de la perte sur certains projets, mais ça s'est fait très vite en fait. J'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de réussite de tomber sur des gens euh, qui avaient envie de faire vivre ces projets-là autant que moi. Et voilà. Et l'adaptation, non, on m'en a parlé parce que souvent, comme je pige bien l'anglais, j'avais tendance à corriger les erreurs Trad. ouais, des erreurs de trad quand il y avait vraiment des erreurs de contresens, quoi. Et bon, il y avait des fois où certaines séries où c'était beaucoup. Et donc, voilà, donc c'est pour ça qu'on m'en a parlé, mais c'est vrai que j'ai pas eu envie de m'y mettre. C'est pas un truc qui t'a jamais... enfin, c'est un truc qui t'a jamais tenté. Non, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de choses qui me tentent et j'ai déjà pas assez de temps pour faire tout. Ouais. Donc c'est des choix dans la vie, tu vois. Mais, Ouais. Ok. Bah, du coup, je vais passer direct à la partie auteur. ok. Parce que voilà, ton premier roman vient de sortir, tu as reçu un prix. Alors, c'est quoi ce prix? Alors le prix, le nom, l'intitulé complet, c'est le prix du suspense psychologique. Voilà. Et alors c'est sponsorisé par le journal Ça m'intéresse Histoire. C'est organisé par la maison d'édition Les Nouveaux Auteurs. Et voilà, cette maison-là organise 3 prix chaque année, puisque leur credo, c'est de faire découvrir des nouveaux auteurs. Ok. Hein. Et, voilà, moi j'ai fini ce roman il y a longtemps. J'ai terminé au moment du Covid. J'ai commencé à démarcher 3-4 maisons d'édition et je me suis rendu compte tout de suite que c'était pas la bonne période pour démarcher. Donc j'ai lâché l'affaire, j'ai commencé à écrire la suite parce que j'y croyais. Je me suis dit, ouais, on y va, on fonce. Et puis surtout parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire le premier. Et après, quand ça s'est tassé un peu, moi, entre-temps, j'avais pris un boulot comme éditeur. Comme il y avait une baisse un peu de taf en tant que comédien, je me suis dit pour faire rentrer un petit peu de sous, j'ai pris du taf en tant que directeur d'écriture pour une maison d'édition. Et ce qui m'a donné moi aussi un regard extérieur sur mon roman quand je m'y suis remis, quand j'ai refait des réécritures, ouais, peut-être un an et demi après. Le fait d'avoir laissé reposer la sauce, c'était plutôt pas mal. Et là, je l'ai envoyé d'abord au prix du Quai des Orfèvres, où j'ai été sélectionné, j'ai passé tous les barrages jusqu'à terminer finaliste, parmi les 6 finalistes. Je ne l'ai pas eu. Et j'ai eu la réponse le 14 octobre de l'année dernière, où j'apprends que je n'ai pas le prix du Quai des Orfèvres. Évidemment, j'étais déçu. Et le lendemain, je me dis, bon, bah, là, on va redémarcher. Puis je me dis, il y a quand même peut-être un autre prix. On était le 15 octobre et je vois prix du suspense psychologique, dernier jour pour envoyer le manuscrit, 15 octobre. Et je fais, oh, c'est un signe, c'est bon, c'est un signe. Et je l'ai envoyé et puis voilà, ça c'est... Alors ce qui est rigolo, c'est que je n'ai pas été sélectionné. Ils reçoivent énormément de romans et ils lisent que le premier chapitre. Et en fait, donc il fallait envoyer le roman, mais il fallait mettre sur leur plateforme juste le premier chapitre. Et moi, comme un con, j'ai suivi le truc, donc j'ai même pas mis l'intro avant qui accroche le lecteur. J'ai mis juste chapitre 1. Et j'ai un gars qui m'a répondu gentiment, désolé, votre livre n'a pas été sélectionné parce que ça correspond pas à ce qu'on cherche. Et j'avais lu l'intitulé du truc et ça correspondait exactement à ce qu'il recherchait, mais vraiment je pouvais pas plus cocher les cases. Et j'avais même lu l'interview de Nicolas Beuglet, qui est un auteur
de polar à succès et qui était le président du jury de cette année-là et qui, pareil, disait ce que lui, il attendait des romans et je cochais toutes les cases. Et donc, je lui dis, bon, bah, c'est un peu con, parce qu'en gros, je sais plus, il me disait, c'est un peu trop classique et qu'est-ce qu'il m'a dit et on cherche des romans à suspense. Et je lui dis, bah, c'est marrant parce que tous les échos que j'ai eus, c'est que justement, c'était pas trop classique et que le personnage était plutôt original. Et je dis, le suspense, oui, c'est sûr que le chapitre 1, ça suffit pas trop quoi, pour se rendre compte de ça. Et le mec, et je dis, c'est dommage, je viens de faire un finaliste du Quai des Orfèvres, enfin voilà, je cochais les cases et tout. Et je pensais, voilà, j'ai envoyé juste ça comme ça, enfin c'était pour dire que j'étais déçu, parce que le gars, le pauvre, il a dû se farcir 150 chapitres 1, c'est compliqué de présélectionner. Ça, c'était par mail? C'était par mail. Et le mec me répond, pas de souci, vous êtes sélectionné. Et donc je fais, non, il me dit, merci pour vos explications, vous êtes sélectionné. Et je fais, bah super, j'ai bien fait de répondre à ce mail. Et après, par contre, là, il y avait sur la plateforme, ils ont plein de lecteurs qui sont inscrits au truc et qui lisent et qui notent. Ils notent le roman. Des bénévoles qui Ouais, font ça exactement. par Et passion. ils notent. Et après, ceux qui avaient les meilleures notes étaient sélectionnés pour la finale. Et là, ils étaient lus par les membres du jury et le président du jury. Et en fait, moi, j'ai cru que j'étais pas sélectionné parce que enfin, que je passais pas en finale parce qu'ils avaient donné un timing et j'avais pas de nouvelles. Et en fait, ils m'ont appelé pour me dire que j'étais prêt, enfin, que j'avais le prix, quoi. Du coup, ton roman, il était dispo. Pardon. Dispo gratuitement pendant un moment. Non, et seulement sur la plateforme, ceux qui sont inscrits à la plateforme. D'accord. Et voilà, il a eu les meilleures notes. Enfin, il a tout déchiré en notation, donc c'était cool. Et après, il a quand même été sélectionné derrière parmi ceux qui avaient les bonnes notes. Il a été sélectionné. Et il y a un autre roman visiblement qui était super puisqu'ils ont rajouté un prix qui n'était pas prévu. Ils ont fait une sorte de prix d'honneur en fait. Donc parce que là, visiblement la compétition était Rude. rude. Ok. Donc c'est cool. Ok, donc en fait, c'est ce prix qui a lancé ton bouquin, l'édition, Exactement. et tout ça. Ouais. Et quand tu as dit que tu faisais directeur d'édition, c'était de la relecture, de la réécriture? Ouais, c'était sur un magazine qui s'appelle Escape Quest, qui est un magazine, c'est des escape games littéraires. Donc, tu as une sorte de mini-roman un peu du style livre dont vous êtes le héros. À part que ce soit des choix, tu dis bah, je décide de faire ça ou tu joues au dé. En fait, à chaque fois, tu as une énigme à résoudre pour savoir quelle double page il faut aller pour lire la suite de l'histoire. Et donc, j'ai fait. Bah, c'était vraiment de l'édition. Donc, c'est-à-dire que je faisais de la direction d'écriture avec les auteurs. Donc, ça, c'était ma partie, hein, là où je suis à l'aise. Mais il fallait que je fasse aussi la direction avec la graphiste, avec les dessinateurs qui faisaient les dessins pour les illustrations pour Ah le oui, livre. les illustrations. Enfin, voilà, il fallait que je fasse la direction du bouquin. Ok. Et c'était un travail très intéressant, très chiant, très mal payé. Ouais. Et voilà, et c'était une super expérience. Ouais, ouais. Donc voilà, j'en ai retiré énormément de ce qu'il fallait que je retire de l'expérience, quoi. C'était une super manière d'avoir une position différente, d'avoir un œil différent. Et là, je pense que ça m'aide, moi, par exemple, dans ma relation avec mes éditeurs, mes éditrices à l'heure actuelle, puisque j'ai été à leur position. Donc ça permet d'avoir un dialogue plus fluide. Donc c'était chouette, je suis content. Et puis ça m'a permis de me placer en tant qu'auteur. J'en ai écrit 2. Je me suis bien éclaté. Donc c'était cool. Trop bien. Tu me l'as filé il y a 2 jours. J'ai lu un petit peu le début. Euh, je trouve ça super maîtrisé. Je trouve que tu te perds pas dans le superflu. Comme l'OM, tu vas droit au but. Et ça donne envie de bouffer les pages, en fait, enfin, dès le début. Et puis, alors, t'as bien l'intro, tout, il est bien, tout, il est bien en place. Je trouve ça hyper bien construit. Et du coup, de manière générale, comment tu t'as trouvé ce côté sniper, quoi, enfin, vraiment écrire que ce qu'il faut, enlever le superflu, tu vois, Mm. dégraisser. Est-ce que c'est venu à force d'édition de tes éditeurs qui sont intervenus, ou est-ce que toi, naturellement, autocritique et en relisant, tu as réussi à trouver
Ok, ça c'est too much, faut que je l'enlève. Alors, pour le retour des éditeurs, j'ai changé 3 mots dans le livre, vraiment. C'est ouf. Donc, ils ont eu une version. Tu vois, là, le deuxième, il vient d'être validé. Donc, je suis hyper content, etc. Ils ont lu une V1 brute de décoffrage. Et là, je leur ai envoyé la V3 parce que j'ai des premiers lecteurs qui me font leur retour. Je retravaille vachement en fonction de ça aussi. Et mon éditrice m'a dit, bon, super, on va avoir le temps de bosser, etc. Donc, je ne sais pas à quel point on va retravailler, mais ils n'ont pas eu une version aussi finalisée que celle-là. Justement, le fait d'avoir eu cette expérience de maison d'édition et de laisser passer un peu de temps a fait que j'avais déjà énormément bossé dessus avant, et ça m'a permis d'avoir le recul et de faire ce que j'ai fait moi avec les autres. J'ai fait un taf de directeur d'écriture dessus. Après, pour répondre à ta question, j'en sais rien. Pendant longtemps, j'ai bossé un tout petit peu la structure à l'époque de la fac de Cinoche. Voilà, j'ai bossé les règles, voilà, 3 actes, les trucs. Voilà. Et je me suis mis à écrire. Et plus j'ai écrit mes pièces, plus je me suis éloigné de ça, plus je me suis affranchi des règles. Voilà. Et après, je me suis retrouvé à bosser pour la Téloche. Euh, et j'ai bossé un peu sur des programmes courts. Et j'ai bossé sur le dessin animé Wakfu. Le dessin animé Wakfu, je faisais le grand méchant de la saison 1, où je me suis, d'ailleurs, tiens, en parlant des personnages qui marquent, je me suis éclaté à le faire. Et en plus, on l'a fait, il y avait le réal, le créateur de la série, qui était là dessus. Euh, et il y avait les réals. Et en fait, on a créé le scénar, on a créé le personnage. Ils n'avaient pas écrit encore tout le fil. Donc, on a pu travailler vraiment plein de trucs et aller très très loin dans le délire, parce que le perso est vraiment charmé. Et c'était vraiment une collaboration, et c'était entre le DA, tout le monde, c'était vraiment un kiff. Et après, j'ai proposé, mon personnage meurt à la fin de la saison 1, et j'ai pitché un épisode sur la saison 2. Et je devais le coécrire avec le patron, le grand patron, et puis au final, il n'a pas eu le temps, et je l'ai écrit tout seul. Et le directeur d'écriture, qui n'était pas là parce qu'il bossait sur un long métrage produit par la même boîte, quand il est arrivé, c'était à la toute fin. Et voilà, ça a été un peu compliqué entre nous. Il m'a fait beaucoup réécrire, m'a fait beaucoup bosser. Au final, c'est pas du tout ce que j'ai vendu comme histoire. C'est-à-dire que j'avais fait une première histoire et une histoire B. C'est l'histoire B qui est devenue l'histoire A. Il m'a fait changer, modifier plein de trucs. Bon, j'ai appris au final qu'il avait tendance à changer 3 phrases et à co-signer pour prendre la moitié des droits. Voilà, je suis le seul à avoir été signataire tout seul de mon épisode, pour te dire. Mais bon, j'ai passé des nuits blanches à la fin pour terminer en temps et en heure par rapport aux demandes. Donc voilà, cette expérience-là m'a poussé à me replonger à fond dans le travail de la structure. Et comme ça faisait 10 ans que j'écrivais, ouais, à peu près, d'un seul coup, je comprenais de quoi ça parlait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Quand j'ai bossé à la fac, j'étais jeune, j'avais 18 balais. Tu vois que c'était que de la théorie. Et ouais, c'était ça, tu vois, mais c'était compliqué de mettre en pratique, de voir, de visualiser les trucs. Il y avait plein de trucs que je faisais de manière instinctive. Et en fait, là, j'ai commencé à bosser. Et chaque année, j'ai bossé. J'ai repris tous les pontes. J'ai bossé tous les grands pontes non pas d'écriture, enfin, pas des grands auteurs, mais des grands profs d'écriture. Voilà, tu vois. Et j'ai retiré des trucs de chacun. Et voilà, et c'est à force de bosser, à force aussi de regarder les autres. Ma frangine, maintenant, elle est autrice aussi. J'ai fait beaucoup le premier lecteur sur tous ses projets, que ce soit ses projets de séries, de longs métrages, ses sketchs, quand elle écrivait pour la Téloche, ses sketchs. Avec d'autres potes aussi, des projets qui n'ont pas abouti. J'ai eu un projet de long, on était 3 dessus, on a bossé dessus. Un autre projet que j'ai écrit complètement, un long métrage, ou peut-être je pense en faire un roman dans quelques années. Il y a des chances que je transforme le truc. Mais tout ça, c'est petit à petit, j'ai eu l'impression d'apprendre mon métier au fur et à mesure. Et là, bah, moi, pour en revenir à ta question, après cette digression de 20 minutes, j'ai énormément bossé la structure du roman. D'autant plus que c'est un polar et que voilà, il faut que tout tienne la route. Enfin, je voulais pas qu'il y ait d'erreur de raccord.
tu vois, c'est con, mais je voulais pas qu'il y ait de plantade à ce niveau-là, plus les recherches, les trucs. Donc c'était important pour moi que ça tienne vraiment la route. Et après, là, effectivement, à l'intérieur, je suis pas un fan je suis pas un fan des descriptions à rallonge. Je suis pas un fan de. Donc ouais, j'essaye effectivement que ça aille au plus rapide et, euh, et à l'efficacité et et au ressenti. Voilà, au ressenti que ça provoque et le côté page turner. Enfin, c'était vraiment mon but. Voilà, j'avais un but, je voulais qu'à la fin du chapitre, on ait envie de tourner la page et de lire le suivant. C'était mon objectif unique. Voilà. T'as fait combien de versions? J'en sais rien. J'en sais rien. J'ai bossé globalement sur 3 ans le roman. Et après, il y a eu le dernier coup de polish qui a été, je pense, assez important, même si c'était pas du tout au niveau structurel. Euh, donc 1 an et demi après, mais je sais pas, ouais, peut-être 3, 4. Ok. Ce qui est pas fou pour un polar, on pourrait en faire quasiment 10 en fait, des versions, vu qu'on affine, on affine, on affine. Ouais, en fait, c'est compliqué par exemple, ce que je faisais sur celui-là, c'est que à chaque fin de chapitre, euh, euh, je retravaillais tout le chapitre avant de rattaquer celui d'après Ah, pour me relancer, tu vois, dedans. À la fin de chaque partie, je rebossais toute la partie. Enfin, donc en fait, enfin, tu vois, c'est compliqué de te dire spécifiquement parce que j'ai pas fait je vois. en un Linéairement. coup et après, voilà. Le deuxième, j'ai moins fait ça. Le deuxième, j'ai pris peut-être plus confiance aussi en moi et je suis plus allé au bout du truc. Euh, et puis, il a une structure qui est bon, beaucoup plus ambitieuse, mais qui est assez complexe et je ne pouvais pas bosser de cette manière-là. Voilà. Ok. Donc, Euh, Sans entrer dans les détails, tu as vécu des moments un peu compliqués récemment dans ta vie. Est-ce que tu as puisé dedans pour t'inspirer? Ou au contraire, l'écriture, c'est une genre total échappatoire et tu penses à rien d'autre quand tu es dedans alors, non, donc pour répondre à la question, j'ai divorcé, j'ai connu un divorce qui s'est passé sur l'écriture du deuxième, pendant l'écriture du deuxième. Ah, ok, tu avais déjà fini le premier. J'avais fini le premier et c'est pendant toute la rédaction du deuxième. Euh, et donc là, je vais en parler dans le troisième. Ah, C'est le sujet du troisième. donc ça Mais t'a inspiré. donc ça m'a inspiré pour parler parce que j'ai parallèlement de l'écriture du deuxième, j'ai fait toute ma structure du troisième, j'ai réfléchi, enfin voilà, toutes les idées se sont faites là. Donc je me suis nourri à fond, mais sur le prochain, ce qui fait que là maintenant je suis calmé, on va dire, et, et je vais pouvoir l'écrire avec du recul. Par contre, il a influé de manière inconsciente sur une de mes trames du deuxième, où j'ai un personnage où je m'étais un peu inspiré de mon ex-femme et je l'ai rendu très antipathique. Et je m'en étais pas rendu compte, c'était pas volontaire. Et donc, ça fait partie des réécritures parce que c'était pas ce que je cherchais à faire. Et j'ai réécrit complètement l'arc de ce personnage. Euh, et voilà, maintenant c'est une chouette nana. Ce qui était le but à Mais la c'est cool, base. c'est intéressant comment ça influe en fait. Ouais, bah, de toute façon, c'est marrant, quand j'étais plus jeune, je me laissais vachement impacter par mes émotions et par comment j'étais sur mon écriture. Et je me disais, bah, si je suis, comme j'ai écrit beaucoup de comédies, si je suis en colère ou qu'il se passe un truc négatif, je vais pas réussir à écrire de la comédie. Ou voilà. Maintenant, plus du tout. Maintenant, je suis vraiment. Là, ça s'est influé parce que c'est inconscient, de manière inconsciente, c'est par rapport au personnage. Euh, Comme je l'avais basé sur certains traits de caractère, enfin voilà. Et ça, pour le coup, je l'avais fait consciemment. Euh, donc ça s'est venu vraiment se greffer dessus. Voilà. Mais sinon, maintenant, j'arrive à me, à me détacher. En fait, c'est des projets que je porte tellement sur le long terme. J'ai ma structure, j'ai mon idée, je sais où je vais. Et en fait, voilà. Et pour revenir à ta question, si c'est une échappatoire, j'ai pas été en mesure d'écrire l'année d'après la séparation. Quasiment pas. Voilà. Ça m'a fait une année blanche. Euh, voilà.
Mais c'était plus parce que j'avais autre chose. T'étais pas dedans, quoi. Ouais, j'avais d'autres chats à fouetter, j'avais pas le temps, fallait que je m'occupe de moi, fallait que je m'occupe des enfants, de plein de trucs. Enfin voilà, j'avais pas la tête à ça. Mais par contre, à chaque fois que je bosse, en vrai, c'est une échappatoire. Euh, Pas une situation, parce que là maintenant je vais bien, et pas une situation négative, mais à chaque fois que je bosse, et en tant que comédien et en tant qu'auteur, c'est une évasion. Hein, t'es dans le truc, t'es plus dans la vie réelle. Donc ça, c'est cool parce que j'aime ça. Ouais. T'es sur la suite, là, tu m'as dit? Là, j'ai livré la V3, j'ai livré la fin du deuxième hier, Et t'as évoqué le à 3. 18h. Et le 3, j'ai terminé cet été pendant que le premier lecteur lisait la V1 du deuxième. C'est là, à ce moment-là, où j'ai vraiment finalisé la structure du 3. Pourquoi t'as été aussi loin pour battre le fer tant qu'il était chaud C'est-à-dire, pourquoi t'as C'est-à-dire été à écrire un troisième avant que le deuxième sorte Ah, c'est pour gagner du temps. Ouais. C'est pour gagner du temps. Enfin, je l'ai pas écrit le 3. Maintenant, je vais attaquer la rédaction. Et en fait, je vais pouvoir là. J'ai terminé la rédaction du 2 hier. Et là, techniquement, je peux démarrer la rédaction du 3 demain. Donc, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et voilà, c'est pour être tout le temps actif. Parce que je trouve que le taf que je fais sur la structure et sur la recherche des idées, etc., c'est un taf qui est pas le même, qui prend beaucoup de temps. Enfin, moi, j'ai besoin de temps de maturation. C'est pas forcément du temps de travail, ça peut être je suis dans le train, dans le métro, je marche, j'ai besoin que ça infuse. Et voilà, et là j'ai plein d'idées, j'ai des idées pour le quatrième potentiellement, j'ai des idées pour un autre si ça marche pas assez la série et qu'il faut partir sur autre chose. D'ailleurs, c'est une question que j'ai posée à mon éditeur, enfin au patron de la maison d'édition, et que je vais reposer, là je vais en parler à mon éditrice, de savoir comment je me projette sur un potentiel quatrième. Parce qu'en fait, si ça marche en termes de vente, il faut que je continue sur la série. Et si ça marche pas, bah, il vaut mieux que j'attaque un autre. T'as de la pression au niveau de l'édition pour sortir, continuer à sortir des Euh, des j'avais, épisodes? j'avais la pression. Alors, j'avais la pression, c'était une très bonne pression. Hein. J'ai terminé le 2 avec des ailes. Hein. Franchement, écrire un livre en sachant qu'il est attendu et en sachant que le premier est édité, c'est un bonheur intégral. Enfin, c'est incroyable. Mais gentiment, la pression gentiment, c'est que on m'a dit que ça serait bien que je livre le deuxième en octobre pour qu'il puisse sortir en avril en même temps que le premier sortira en poche, pour faire une sortie combinée. Okay. Parce qu'en fait, le premier, il a eu le prix. Donc, évidemment, ça fait de la promo. Les gens, ils connaissent pas. Ils disent « Ah, prix du suspense, c'est cool. » Voilà, ils regardent. Le deuxième, je peux pas avoir le prix du suspense puisque je l'ai déjà eu. Donc, je peux avoir peut-être un autre prix, j'en sais ça, mais bon, pas au moment de la sortie, ça va pas forcément influer sur le... Après, c'est voilà, ça va se faire sur le bouche à oreille, et c'est un travail de longue haleine pour se faire connaître, mais il y a forcément le roman va pâtir du fait qu'il n'a pas de prix, et donc c'est cool que il y ait une sortie combinée. Du coup, série au long cours à venir ou tu préférerais t'attaquer à d'autres genres? J'ai pas forcément envie de m'attaquer à un autre genre, parce que Tu te plais dans le policier? Ouais, ça m'éclate. Ça m'éclate, franchement. Par contre, j'avais envie potentiellement d'autres choses pour alterner. De faire une. Là, enfin, j'avais bien envie de faire un polar, mais qui se passe genre au début du 20e. Mais encore une fois, ça dépendra de comment se passe. Ouais, exactement. Déjà, on aura une idée avec la réception du deuxième. Mais logiquement, il faudra attendre la réception du troisième pour savoir. Or, moi, je vais prendre cette décision-là avant. Donc, Et s'ils marchent tous aussi bien, tu continues comme ça jusqu'à bah, 20? ouais, j'en sais rien. Peut-être que je vais me lasser. Le parti pris du livre, pourquoi j'ai écrit ce bouquin, pourquoi je suis parti sur ce personnage, c'est que j'avais envie de parler de parentalité. L'idée est venue à la naissance de mon premier fils. Et je peux expliquer d'ailleurs pourquoi, enfin, si tu veux. Mon fils est né le 2 janvier 2015 et il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, je crois, 5 jours après, je crois que c'était le 7. Et en fait, évidemment, on a tous été marqués voilà, par les événements. Mais comme on venait vraiment de mettre au monde un petit bébé, et tu as forcément cette réflexion, et ça doit être là maintenant la même chose avec les événements actuels. Voilà, mais
cyclique, je pense, de dire est-ce qu'on a raison de mettre au monde un être sur cette Terre, sur cette planète à l'heure actuelle. Alors en plus, là, se sont rajoutées les inquiétudes liées au climat par rapport à il y a 8 ans où c'est devenu encore plus prégnant. Mais voilà, t'as forcément ça. Et puis après, la vie prévaut et t'avances et puis voilà, t'oublies. Mais comme c'était le moment où j'avais envie d'écrire un roman et de passer au polar, je me suis posé la question, je me suis dit, comment faire un flic qui est confronté à des horreurs tous les jours et comment il fait quand il rentre à la maison et qu'il a une famille, un bébé, et comment il compartimente. Et c'est parti de là. Et donc l'idée, c'est de suivre ce mec-là avec ses mots, mais de les voir grandir. Pour répondre à ta question, oui, d'influer ce que moi je vis avec mes enfants et de l'influer dans les livres. Et forcément, je pense que j'aurai d'autres choses à raconter quand les mômes ils auront 15 ans que maintenant. Donc l'envie, elle est là. Après, faire que ça, non, évidemment, moi j'adore faire des choses variées et différentes. Là, le deuxième n'a rien à voir avec le premier. Le deuxième n'a rien à voir avec le premier, c'était une volonté. Il était hors de question que je fasse un copier-coller. Le héros est vachement moins présent. La structure a rien à voir. Il y a 4 trames différentes qui sont en parallèle. Donc il y a 4 personnages principaux, on va dire, et qui ont tous leur importance. Dans ces 4, il y a ce flic-là. Et voilà, et je voulais pas du tout faire la même chose. Et le troisième aura rien à voir. On sera là, comme on va parler de divorce, on sera dans une histoire beaucoup plus intime, même dans son enquête. Le personnage sera omniprésent. Enfin, à chaque fois, j'ai envie de faire des choses différentes de toute façon. Ouais, c'est pour ça que tu te lasseras moins facilement en fait. Bah, j'imagine, mais après, forcément, t'as pas. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas envie de raconter toujours la même histoire. Comment tu décrirais ton style? En lisant les premières pages, j'ai eu l'impression qu'il te ressemblait. Écoute, ça me fait très plaisir. C'était mon inquiétude. Que ça te ressemble pas du tout? Non, de ne pas avoir de style. En fait, il y a toujours la question de la légitimité qui se pose tant que t'en as pas fait, etc. Tu vois. Jusque-là, j'avais écrit des pièces, j'avais écrit des sketchs, j'avais écrit des scénars. C'est pas du tout Enfin, t'as pas de narrateur. Donc, il n'y a pas de style. Tu as les dialogues, ouais, ok, là, d'ailleurs, on me l'a dit vachement. On m'a beaucoup parlé de mes dialogues. Bon, ça, pour le coup, les dialogues, j'en ai bouffé, même en tant que comédien, je bouffe que de ça non-stop. Donc, on me retrouve dans mes dialogues, je le comprends, et ça me paraît logique. Juste pour moi, il n'y a pas que dans les dialogues. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'était mon gros point d'interrogation. Est-ce que je vais avoir un style? Est-ce que j'ai un style? C'est quoi? Voilà. Et en fait, une fois que j'ai bossé ma structure et j'ai fait énormément de recherches parce que je pensais bêtement me dire un polar, on est en France, je sais comment ça se passe, tu vois. Puis quand j'ai commencé à me renseigner sur le monde policier, je me suis dit, ah putain, ok, d'accord. En fait, chaque réponse m'envoyait 10 questions à la gueule derrière. Donc, et à un moment donné, je me suis dit, ok, je suis en train de me noyer dans les recherches. Allons-y, plongeons, on y va, sinon je vais jamais l'écrire. Donc j'ai arrêté et je me suis dit, on fonce. Et voilà, j'ai essayé d'être le plus naturel possible et de ne pas me poser de questions. Et effectivement, je pense avoir trouvé, juste d'être moi-même, d'être naturel. Et je crois que ça l'est encore plus dans le deuxième, je pense. Même s'il y a moins d'humour dans le deuxième parce que mon personnage est moins présent et que du coup, l'humour, forcément, a moins sa place dans les autres trames. Voilà, il sera un peu plus là dans le troisième, probablement. Même notamment dans le cynisme des paragraphes, je te retrouve. Oui, moi, évidemment. j'apprécie, mais... j'ai mis le moi dedans, ouais. Ouais, ça, c'est cool, en tout cas. Comment tu jauges quand c'est le moment de lâcher la blinde d'infos, ou au contraire, faire avancer l'intrigue, parce que c'est pas le moment de raconter, je sais pas, des descriptions. Tu parlais de ça tout à l'heure, que tu disais que c'est pas ton truc, les descriptions. C'est du feeling, tu vois. J'ai pas de réponse, je pense, précise à te donner. Tu vois, si moi je trouve ça long,
Je fais le livre que j'aimerais lire, en fait. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Alors, ça fait appel, l'écriture, ça fait appel, je trouve, à deux parties du cerveau qui n'ont rien à voir. Et la partie de la construction, de la structure, c'est une partie très mathématique, très scientifique, où là, je vais ressortir, enfin, tu vois, même encore maintenant, quand j'écris la structure, je ressors encore mes manuels McKee, de Truby, de Blake Snyder, enfin voilà, de Lavandier, enfin tous les pontes. J'en oublie un milliard, tu vois, Vogel, enfin voilà, il y en a plein, Campbell. T'en as plein qui vont m'apporter des choses différentes. À chaque fois, j'ai besoin de. C'est comme si je repartais à zéro, alors qu'évidemment, je suis la somme de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai écrit, de tout ce que j'ai fait avant. Donc, mais il y a toujours un truc où, bon, bah voilà, c'est comme un tableau, hein, tu repars sur une toile blanche. Et bah, faut choisir ses couleurs, faut faire ses mélanges. Et donc, il y a cette partie-là qui est très technique. Et après, il y a la partie rédaction où là, c'est instinctif en fait. C'est de l'écriture automatique. Enfin, c'est de l'écriture comme quand je te parle en fait. Tu as un truc de lâcher prise. Et plus t'écris, plus tu arrives à te mettre vite dans ce truc de lâcher prise. Et après, ouais, c'est du feeling. C'est du feeling. À la fois, il y a la structure où je sais qu'il faut que telle piste arrive là, que tel truc arrive là, qu'il faut que j'ai un climax, que j'ai machin. Donc là, mais ça, cette truc-là, c'est fait avant, en fait, tu vois. C'est les ingrédients, c'est ma recette. Mais après, si je veux rajouter du sel, du poivre, tu vois, mettre plus de lait dans le truc, bah ça, c'est sur le moment. Et puis après, il y a de la relecture, de la réécriture, le regard des autres. Voilà, j'ai trouvé ce passage long, ce passage, j'ai pas compris, là je suis paumé. Ok, bah écoute, je vais venir t'aider plus, tu vois. Donc, L'interrogatoire du perso au chapitre 3, moi je trouvais ça génial, parce qu'il n'y a pas plus efficace pour en connaître sur lui de façon concise et précise. Et tu as fait des recherches, tu as été sur le terrain où tu es naturellement passionné par les enquêtes de police? non, ma recherche, elle s'est faite dans les livres. Principalement. Passionné par les enquêtes de police, pas. Enfin, oui, en tant que lecteur ou en tant que spectateur de film. Enfin, c'est un genre que j'apprécie, moi, particulièrement. Lire des polars, voir des films, voir des séries. Donc là, oui. Est-ce que c'est le Mais polar que tu as choisi ou est-ce que c'est le polar qui s'est choisi par rapport à l'histoire que tu voulais raconter? non, non, c'est moi qui ai choisi d'écrire un polar. Je porte ça en moi depuis tout le temps. J'ai fait des courts-métrages où c'était des polars. Mais c'est vrai que globalement, j'ai quasiment tout le temps écrit de la comédie. Et j'avais envie aussi que cet aspect-là de moi existe. J'avais envie aussi de raconter des histoires sordides, de faire frémir, de créer du suspense, en fait. Parce que j'aime ça en tant que public, tu vois. J'aime les deux. Et voilà. Gamin, quand j'essayais d'écrire un truc, ça partait tout le temps en couille. Et ça, tout le temps, ça tournait en comédie. C'était impossible autrement. J'écrivais un truc d'horreur ou de fantastique et je me retrouvais à faire des blagues au bout de la page 3. Je ne pouvais pas m'en empêcher, en fait. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Donc, c'est bon, ce truc-là, je l'ai vachement fait vivre. J'ai besoin que ça existe quand même. Tout le monde me dit que c'est quand même assez drôle, qu'il y a plein de moments qui sont marrants dans le roman. Et voilà, parce que j'ai besoin de ça, parce que j'aime ça. Mais j'avais envie de raconter autre chose. Je pourrais aussi, je pense, écrire de la science-fiction ou du fantastique, parce que c'est aussi d'autres genres que j'adore. D'ailleurs, le roman, entre guillemets, quand j'étais môme, enfin, je vais avoir 15-16 ans où j'ai écrit où je suis allé le plus loin, c'était un roman de science-fiction. Ah, trop bien. Mais voilà, là, ça me convient très bien. Alors, le côté chiant, c'est le côté réaliste qui fait qu'il faut faire 1 milliard de recherches. Alors, c'est bien parce que ça te nourrit en même temps, mais ça m'oblige. Voilà, ça serait un monde complètement inventé. Bah, je pourrais faire ce que je veux. Mais je suis parti là-dessus pour l'instant, tu vois. Ouais, mais je trouve que c'est faussement libérateur les mondes
C'est genre fantasy et tout, parce qu'il y a des Non, règles. Complètement. Et puis surtout, c'était des règles que tu dois, toi, t'imposer et te créer. En fait, tu peux pas mettre en place un système et après casser ce truc-là plus loin. Il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que ça tienne la route. Et effectivement, c'est sûrement encore plus de boulot en termes de création. Ouais. Je sais pas si tu connais l'auteur américain Brendan Sanderson, Non, pas du tout. qui déclare qu'il y a deux types d'écrivains, les architectes et les jardiniers. Mhm. L'architecte, il planifie tout à l'avance, il écrit scène par scène. Le jardinier, il écrit tout chronologiquement et il se laisse guider par ses personnages, comme Stephen King par exemple. Même si j'ai déjà ma petite idée d'après tout ce que tu m'as dit sur la question, à quel groupe tu penses appartenir? Oui, bah, l'architecte, sans problème. Alors après, et ça, j'ai compris ça dès ma première pièce, celle qui s'est pas jouée. La fameuse pièce là où avec les portes qui claquent, où j'ai été architecte vraiment à fond et où je me suis laissé la place à être un peu plus jardinier sur la fin, tu vois. Ok. Et Ah, c'est marrant parce que d'habitude c'est plutôt l'inverse. Tu laisses au début les personnages se. Tu les non, mets dans la. non, moi c'est au sein de l'histoire que j'avais racontée, je me suis laissé de la liberté pour aller pas forcément là où j'avais prévu D'accord. finalement. Et j'ai écrit après plusieurs pièces et plus ça allait, plus j'ai fait le jardinier. Mais vraiment, hein. J'ai notamment une pièce qu'on a jouée, La Quête du Râle, qu'on a jouée pendant 3 ans au Blanc-Manteau, qui a bien fonctionné. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer sur ce truc-là. Et, ouais, là, c'était aucune structure. Aucune structure. C'est une suite de parodies de contes. Et au début, tu as l'impression que c'est des contes individuels. Et en fait, au fur et à mesure, tu vois des personnages revenir et puis tu te rends compte que chaque conte individuel raconte au final un conte plus long et une histoire plus longue. Mais c'était instinctif, quoi. C'était instinctif. Et voilà. Et c'est vraiment quand je suis passé à l'écriture pour la téloche où je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai fini de faire le jardinier. Voilà. D'accord. Je, je vais retrouver le petit côté architecte que j'avais au début parce que au final, j'ai l'impression que ça m'a permis de me lâcher et d'avoir plus confiance dans mon style peut-être, justement, dans mon écriture, de faire des choses qui me ressemblent, de jouer le jardinier, tu vois. Ça m'a permis de me trouver. Et après, une fois que j'ai fait ça, j'ai eu besoin de revenir à quelque chose de vraiment plus construit et de mieux foutu, en fait. Voilà. Et j'essaie, de toute façon, ça pour le coup, ça a toujours été mon ambition, mais j'essaye que chaque nouveau projet soit un cran au-dessus de celui d'avant, quoi. Je sais pas, Tu te mets toi-même la pression par rapport à ça? non, alors pas du tout la pression, mais c'est l'ambition d'essayer de. euh, j'ai la chance c'est un truc où tu as toujours à apprendre et à progresser, en fait. Tu vois, il n'y a pas un moment donné où je vais me dire, hey, ça y est, je sais faire. C'est bon, les gars. Je vais faire toujours au même. Voilà, je me remets jamais en question. Même Tu vois. formule. Ouais, exactement. Enfin, de toute façon, c'est comme ça pour absolument. Alors, j'allais dire tous les métiers artistiques, mais même, tu vois, enfin, moi, j'aime bien dessiner ou peindre, faire des trucs. Euh, c'est pas mon métier et j'ai aucune prétention là-dessus, mais c'est le même principe en fait. Enfin, tu peux apprendre toute ta life et j'ose espérer que je vais progresser, tu vois. J'espère que dans 20 ans, je dessinerai mieux que maintenant, tu vois. Peut-être pas, hein, ça dépend aussi des faut pratiquer. Ouais. Mais voilà, donc j'ai forcément l'ambition d'essayer de faire mieux que ce que j'avais fait avant. Mais pas de pression. Non, c'est pas une pression parce que tu peux. D'abord, Il y en a qui se bloquent par rapport à ça. Tu vois, ils se disent, ah, faut absolument que je fasse mieux. Et du coup, non, tu peux. Non, la pression, tu l'as si tu es réalisateur et que tu sors Citizen Kane sur ton premier film, tu vois. Ouais, les mecs, enfin, tu vois, qui sortent ton jeu, j'en suis pas là, hein. Le jour où sort un Citizen Kane, je serais bien content, tu vois. Donc, tout va bien, hein. Combien de temps t'as cogité ton histoire avant de la coucher sur papier? On parle du premier roman, Oui. La Petite Rouge. Je pense que entre le travail de la structure et les recherches, je pense que ça a duré bien 1 an et demi. Voilà, peut-être un peu plus. Ta première idée a germé et 1 an et demi. Non, la première idée, la première idée, elle a germé donc à la naissance de mon petit, donc en 2015. Je te dis, j'ai terminé le roman. Covid, c'est quoi? C'est 2019 ou 2020? 20. Début 2020. Début 2020. Ouais, alors j'ai terminé fin 2019. J'ai terminé fin 2019.
Donc, ça a dû germer pendant 1 an avant que je bosse vraiment sur la structure à fond. Donc, ouais, il y a 1 an de ça cogite, ça Et tu cogite. faisais quoi? Tu prenais des notes? Ouais, petit calepin, je prends des notes. Et à Brainstorming? l'ancienne. Ouais. Mais ça, je fais ça tout le temps, de toute façon, puisque je suis toujours en recherche d'idées et de projets, que ce soit pour le théâtre, pour n'importe quoi, en fait. Donc ça, je le fais tout le temps. Et puis voilà, ouais, 1 an et demi vraiment de travail à fond sur la structure et sur les recherches, et 1 an et demi de rédaction, plus après le temps de latence et à nouveau quelques mois de rédaction dessus. Ok. Est-ce que tu dirais qu'il faut aimer lire avant de pouvoir bien écrire? Euh, Est-ce que c'est là où tu as appris, toi, je- à bien écrire? En lisant les autres romans? euh, j'ai pas de réponse à cette question, j'en sais rien. Est-ce qu'on peut Toi, t'as bien pas l'impression. Ça t'a pas aidé. Ah bah ça m'a aidé aussi d'aimer lire, ça m'a surtout... Toi, tu aimes lire, par exemple. moi j'adore lire, mais ça m'a donné envie enfin, j'adore les histoires, donc ça m'a donné envie d'en raconter. Enfin, je sais pas si c'est lié, mais j'imagine. Euh, Et ah, tu peux aimer les histoires, par exemple, tu peux aimer regarder des films, c'est des histoires, tu peux regarder. ouais, bien sûr. Ouais, les films, les séries, les BD, je suis un grand fan de BD, Du les coup, tu fais pas un romans. lien direct entre la lecture et l'écriture. Bah, je fais un lien personnel sur le fait que j'ai eu envie d'écrire gamin parce que j'aimais les histoires, tu vois. Les premiers plaisirs d'écriture, c'était les exercices qu'on faisait à l'école primaire quand tu as un texte, un début de texte, genre 15 lignes, et qu'il faut écrire la suite. Ouais. Voilà. J'adorais ça. J'adorais ça, vraiment. En fait, voilà, je faisais ces exercices-là, et c'est là où j'ai compris que j'aimais inventer. C'est même pas tant écrire, c'est inventer ce qui allait se passer après, en fait. Donc j'ai toujours aimé ça. Après, bien écrire, enfin, pour moi, en tout cas, c'est du travail, quoi. Enfin, sûrement qu'il y a des gens qui sont très doués et qui pondent, tu vois. Enfin, non, mais si, je sais plus, c'est Amélie Nothomb, je crois, qui a écrit son premier roman, je sais pas, à 14 ans, un truc comme ça. Non, mais tu as des gens qui sont, voilà, Il y a Mozart, ouais. clés en main. Oui, voilà. Bon, bah, moi, c'est pas ça. J'ai bossé. Mm. J'ai bossé. Et j'ai bossé à la fois sur le tas, en écrivant. Donc, bah, toutes mes pièces, tous les sketchs, tous les trucs que j'ai pu faire. Enfin, voilà, c'est de l'apprentissage. Et à la fois en bossant théoriquement, quoi. Ok. Les deux. Petite question hors sujet. Ouais, T'as une sœur qui est comédienne également. oui. Est-ce que ça crée une sorte de compétition, genre positive ou négative? Est-ce que ça change quoi que ce soit dans ton rapport avec le milieu et dans les yeux des autres, par exemple? Euh, Est-ce que la carrière de l'un impacte la carrière de l'autre? Alors, C'est une petite histoire de famille, tu m'as parlé de ton papa et c'est ta une histoire de maman famille. Ouais, sur ta bah, pièce. c'est une question qu'il faudrait beaucoup plus poser à ma sœur parce qu'elle a impacté beaucoup plus ma frangine. Elle est Euh, venue après. parce qu'elle a 3 ans et demi moins que moi. Euh, et ça, c'est une histoire de tempérament. Ma sœur, moi, je suis un peu une grande gueule enfin, je suis un peu une grande gueule. Je suis pas une grande gueule, mais j'avais ce côté un peu content de moi quand j'étais môme et fier du travail même mal fait. Ce qui a été une grande force. Bon, alors à l'école, ça m'a fait faire du passable tout le temps, tu vois. Enfin voilà, mais parce que j'étais satisfait. Ouais, ok, bah, voilà, ça me suffit. Dans l'écriture, ça m'a permis d'aller au bout de mes projets en me disant putain, je suis content, tu vois, d'être content de son travail. En fait, ça m'a donné confiance en moi. Voilà. Et après, par contre, j'avais le recul 2 jours après de dire non, c'est de la merde en fait ce que j'ai fait. Mais c'est pas grave. Le fait d'avoir confiance, ça m'a permis d'aller au bout. Donc il y a une histoire de personnalité. Ma sœur, elle a toujours eu ce petit complexe de l'imposteur. Et je pense, alors pas du tout en tant que comédienne, parce qu'elle a bossé comme une malade. C'est une bosseuse, beaucoup plus. Elle va te dire qu'elle est c'est moins facile, que les choses lui viennent moins facilement que pour moi. Mais bon, je suis pas persuadé. Je pense qu'elle a beaucoup de talent, mais je sais que pour l'écriture, ça a été un frein pour elle pendant très longtemps. Le fait que moi j'écrive très tôt, que les trucs aboutissent, je sais je pense qu'elle s'est réfrénée vachement dans son envie d'écrire.
dans son besoin d'exister par le biais de l'écriture. En tant que comédien, nous, on a démarré enfant. Enfin, mes parents étaient tous les deux comédiens. Ma mère a arrêté peu après ma naissance. Mais pour te donner un exemple, mes parents ont fait le Festival d'Avignon. Je venais de naître. Donc j'avais 15 jours. J'étais dans le couffin derrière, dans les coulisses. Il n'y avait personne pour regarder. Enfin, c'est juste couffin posé derrière. Et eux, ils jouaient tous les deux dans la pièce. Donc j'ai vraiment grandi là-dedans. Et voilà, j'ai jamais voulu être comédien. Moi, je voulais être réalisateur, faire de la BD, faire des dessins animés. Quand on m'a proposé ça pour Le Petit Prince, au début, j'avais fait un petit peu de photos, un peu de tournage, tu vois, mais quand on m'a proposé ça, au début, j'ai refusé, et après, j'ai accepté, j'ai fait les essais, j'ai passé les essais pour Le Petit Prince, je me suis retrouvé à jouer, et en fait, j'ai vécu ça comme un hobby. C'était un passe-temps, tu vois. Je le faisais par contre très professionnellement. J'étais hyper carré, Enfin, voilà, du coup, Petit Prince, j'ai fait toutes les tournées, on m'envoyait partout. T'avais une sorte de pression par rapport à tes parents? Non, pas du tout. Ah, si, j'avais la pression je savais ce que c'était. De bien faire. Ouais, exactement. Je savais que c'était quelque chose de sérieux. Enfin, voilà. Mon père a joué Le Petit Prince avec moi. Il est venu 1 an après. Il m'a rejoint. Il jouait le Syntex. On a joué pendant 2 ans ensemble au théâtre. C'était super cool. Donc, non, je savais que c'était pas de la rigolade. Mais moi, je le faisais que pour du plaisir. Je le faisais comme si j'étais allé faire une autre activité, en fait. Et voilà. C'est posé la question après la grève. Quand on a commencé à me rappeler, j'ai été un peu blacklisté, est-ce que je continue ou pas? Et je me suis dit, je prends du plaisir. Ouais. Je suis payé. Que demande le peuple? Voilà. Et je vais essayer quand même de faire mes autres trucs à côté. Ouais. Et après, j'ai développé les deux. Mon métier plaisir, c'est comédien. Mon métier passion, c'est auteur. Et j'ai vraiment besoin des deux. En vrai, ça s'équilibre super bien. Si j'étais que tout seul devant mon ordi toute la journée, je me nourrirais pas, puis je deviendrais fou et je pèterais un câble et je me ferais chier. Enfin, ça irait pas du tout. Voilà. Et si je faisais que des projets des autres, ça n'irait pas du tout non plus. Donc j'ai besoin des deux. Caro, je crois que pendant longtemps, elle s'est dit... elle était beaucoup plus motivée que moi à l'idée d'être comédienne. Le décor s'effondre. Je crois qu'elle s'est pendant longtemps dit qu'elle voulait faire ça et qu'elle voulait être légitime. Elle a bossé comme une malade sur les cours, elle a bossé la méthode d'Strasberg, tout ça. Enfin, Wow, voilà. okay. Elle s'est donné les moyens de progresser. Voilà. Moi, je l'ai vue timide au théâtre et après, très vite, je l'ai vue pas timide du tout. Et maintenant, voilà, très très vite, je l'ai vu prendre confiance et tout. Et en fait, maintenant, je crois qu'il y a une réflexion pour elle de se dire, est-ce qu'elle n'a pas fait ça parce qu'il y avait notre père, parce qu'il y avait moi? Est-ce qu'au final, elle n'aurait pas fait autre chose et qu'elle n'aurait pas été plus épanouie, tu vois? Donc voilà, surtout qu'il n'y a pas forcément la reconnaissance. Elle a l'impression comme elle fait un peu jeune et tout, tu as toujours l'impression qu'elle doit à nouveau prouver alors qu'elle a un CV énorme, et au théâtre et en tournage. C'est quand même une bête de directrice d'acteur. C'est une coach de ouf. Donc voilà, elle est toujours je pense qu'elle va lutter toute sa vie par rapport à ça, tu vois. Mais je pense que c'est plus elle. Moi, je me suis pas posé la question. J'ai fait ce que j'aimais. C'était cool. Et voilà, moi, j'ai vu mon père. Il a bossé tout le temps, hein. Il a tout le temps joué au théâtre, mais il bossait le soir, et alors, sauf quand il répétait une pièce, mais sinon j'ai toujours vu attendre à côté du téléphone. Toujours être un peu en stress de est-ce qu'il y aura quelque chose après. Il y a toujours eu quelque chose après. Mais je me suis toujours dit, moi, c'est pas pour moi, ça, c'est pas possible. Donc voilà, dès le début, dès le début, non, pas quand j'étais gamin, mais dès le début, à partir de la fac, quand j'ai commencé à bosser et de me dire, bon, bah, je continue, c'est mon taf, ok, super, allons-y, quoi. Et je me suis toujours dit, si je bosse pas, je bosse. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai écrit, on s'en fout, on verra si ça aboutit ou pas, tu vois. Mais je me suis toujours retroussé les manches à ce niveau-là pour pas me sentir inactif, pas me sentir pas maître de mon destin, tu vois. Ce qui est complètement con, hein, mais... mais voilà. Et après, avec Caro, elle a monté sa compagnie, elle a monté plusieurs de mes pièces que j'ai écrites et mises en scène, je l'ai dirigées, on s'est marré, on a fait des fous rires de ouf sur scène. Et voilà, et c'est cool, tu vois, quand on se retrouve à la barre, c'est pas souvent. On n'a pas forcément les mêmes familles en doublage, on bosse pas avec les mêmes gens. Donc, je pense pas qu'on ait eu une influence l'un sur l'autre par rapport à ça, tu vois. Mais on a créé des opportunités aussi.
Donc c'est cool de se retrouver. C'est ma première lectrice, évidemment, je suis son premier lecteur. Donc il y a de toute façon un lien, en dehors du lien familial, un lien professionnel fort qui s'est créé. Au début, ça a été très difficile. La première pièce qu'on a montée ensemble, on était très jeunes, on était gamins, elle, c'était la patronne parce que c'est la productrice. Moi, j'étais le patron parce que j'étais l'auteur et le metteur en scène. C'était ma comédienne, mais c'était aussi ma productrice. Oh. Moi, je jouais pas. Enfin, j'ai joué après dans la pièce, une fois qu'on a fait des alternances. Mais au début, je jouais pas. Mais Oui, ça crée une dynamique particulière. ouais. Puis en plus, on était très, très proches enfants. Et après, vers la fin de l'adolescence, c'était ça frictionnait quand même pas mal. Donc compliqué de se positionner au début. Voilà, parce que de l'immaturité, parce que plein de choses. Mais je pense que ça nous a permis de créer un lien qui est vachement fort maintenant. Et peut-être qu'on n'aurait pas eu ce lien aussi fort sans s'être retrouvé aussi, ou trouvé professionnellement. Ah, c'est cool. Ok, c'est marrant. Ouais. En guise de conclusion, qu'est-ce que tu te souhaites pour l'avenir? Je me souhaite déjà qu'on puisse continuer à bosser parce que on n'a pas parlé des IA, mais voilà, on fera l'inconnu et moi en tant que comédien et en tant qu'auteur. Hein. Donc, écoute, j'ai la chance. Voilà, tu parlais tout à l'heure de l'épisode de vie qui est difficile et tout. J'ai la chance d'être extrêmement épanoui dans ma vie professionnelle. C'est une chance énorme. Il y a plein de gens qui n'aiment pas ce qu'ils font, qui galèrent, etc. Tu vois, je fais des métiers que j'aime, où j'arrive à bien gagner ma vie avec, d'avoir une forme de liberté qui est géniale. Donc, je peux me souhaiter que ça dure, c'est tout, c'est la seule chose, tu vois. Et puis ça ne dure pas, me souhaiter de trouver un autre truc où je puisse m'épanouir aussi, voilà. Mais là, ça correspond bien à mon tempérament, ça correspond bien à qui je suis, donc c'est vrai que j'ai envie que ça dure le plus longtemps possible. Eh ben, je te le souhaite. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Donc Écoute. j'ai plus qu'à te dire, allez, salut l'artiste. Yes. Merci Mathieu.